podcast ici. Il tombe sur des sacs et donc il ouvre un des sacs, il croit que c'est un poulet et en fait il découvre un bébé bien emballé dans un sac. Monsieur Courgeot est un peu paniqué, il dit mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Comment c'est arrivé ici ? Il y avait une impatience de ce président d'établir des faits. Madame Courgeot, est-ce que vous avez tué ces enfants ? Oui, j'ai tué les enfants, donc c'est un crime, donc vous devez être condamné sans aller chercher plus loin. Le déni de grossesse, c'est pousser le mouton sous le tapis. Et la seule chose commune qu'on puisse dire à tous les dénis de grossesse, c'est qu'ils soulignent une extrême souffrance. Le déni est contagieux, On ne peut pas faire un déni tout seul. Il y a des noms de famille qui échappent à ceux qui les portent. Des noms qui, pour toujours, restent collés à la peau d'une affaire judiciaire. Le nom Courgeot demeure ainsi à jamais associé à ce que l'on appelle l'affaire des bébés congelés. Il reste aussi lié à la reconnaissance pour la première fois d'un phénomène encore peu connu à l'époque, le déni de grossesse. Je m'appelle Annabelle Wanek, je suis journaliste à ICI Touraine. C'est cette histoire que je vais vous raconter dans cette série en 4 épisodes. Crimes et témoignages. Des histoires vraies de faits divers. Affaire Courgeot, anatomie d'un déni de grossesse. Épisode 1, 2 bébés dans un congélateur. Nous sommes en juillet 2006, à Séoul, en Corée du Sud. Le couple Courgeot vit dans un appartement en briques rouges du quartier de Sorae Village, le quartier où vivent de nombreux expatriés français, entre belles maisons particulières et boulangeries qui proposent des croissants. Jean-Louis et Véronique se sont rencontrés presque 20 ans auparavant, en 1987, alors que tous deux sont encore étudiants. Ils sont originaires de la même région, la Touraine. Elle, fille de viticulteur installé près de Saumur, lui, fils d'un conseiller municipal de Chinon. Monsieur Courgeot est ingénieur et il travaille pour une entreprise américaine à Séoul. Hélène Delhomet est avocate au barreau de Tours. Donc ils vivent à Séoul déjà depuis un certain temps, avec leurs 2 enfants. Et ils s'y trouvent très bien. Ils aimaient beaucoup la vie à Séoul. Ils vivent beaucoup entre expatriés parce que voilà, ils parlent pas coréen, donc c'est une société qui est très loin de la nôtre, enfin des codes sociaux qui sont loin des nôtres, donc ils vivent pas mal avec les expatriés. Les enfants vont à l'école et lui il travaille, son travail lui plaît. Il a un bon salaire, oui tout se passe bien, il n'y a pas de difficulté. Alors Madame Courgeot ne travaille pas, elle s'occupe des enfants, elle fait des activités auprès de l'école, des choses assez classiques. Elle a des amis, elle fait du yoga, elle a des activités. C'est une femme très pudique, assez secrète. C'est un couple peut-être qui ne communique pas beaucoup. Ils sont très attachés l'un à l'autre. Ils font des activités ensemble, des activités familiales. Après, est-ce qu'il y a une grande communication entre eux ? J'en suis pas certaine. Maître Delhomet a bien connu les Courgeot. Pourtant, rien ne prédestine cette petite femme brune, avocate depuis presque 20 ans à l'époque, à prendre en charge une affaire pénale si médiatique. Je fais beaucoup de judiciaire. Je fais pas énormément de droit pénal. Cette affaire a été une exception un peu dans ma carrière. En fait, cette affaire lui tombe dessus en plein cœur du mois d'août 2006. Elle vient de rentrer de vacances avec son compagnon et associé, maître Marc Morin. C'est lui qui est d'abord contacté par téléphone par un proche de Jean-Louis Courgeot, une connaissance qu'ils ont en commun, puis par Jean-Louis Courgeot lui-même. De Séoul, à plus de 9000 km de sa Touraine natale, il cherche en urgence un avocat. Madame Courgeot est avec ses enfants en vacances, en famille, en Touraine. Et monsieur, lui, il est tout seul à la maison, à Séoul, il travaille. Il va bientôt être en vacances, mais il ne l'est pas encore. À l'occasion d'un repas, il va dans le congélateur pour chercher quelque chose à manger. Il cherche des poissons, je crois. Enfin, bon. Et là, il tombe sur des sacs qu'il n'a jamais vus. Mais enfin, il fait pas attention non plus. C'est pas lui qui fait la cuisine. Il tombe sur des sacs. Et donc, il ouvre un des sacs. Il croit que c'est un poulet, enfin, excusez-moi, il croit que c'est un poulet et en fait il découvre un bébé bien emballé dans un sac. Donc là, il est complètement stupéfait et il appelle tout de suite la police parce qu'il se dit mais c'est épouvantable. Je crois qu'il découvre le deuxième en même temps. Enfin, il appelle immédiatement la police coréenne.
Donc la police vient, fait des constatations, qui sont extrêmement bien faites d'ailleurs, fait toutes les constatations possibles, et puis recherche d'ADN, donc forcément. Donc ils vont aller prendre des prélèvements de cheveux de madame dans une brosse à cheveux qui est dans la salle de bain pour pouvoir faire des tests ADN. Et monsieur Courgeot est un peu paniqué, il dit mais qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Comment c'est arrivé ici ? Voilà, il est un peu perdu et il appelle d'ailleurs sa famille pour dire mais il m'arrive un truc incroyable, c'est horrible, enfin, bon, voilà, j'ai découvert ça dans le congélateur de la maison. Enfin, bon. Et tout le monde est un peu, circonspect, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La police coréenne va l'autoriser à rentrer en France, voilà, et pendant que les analyses sont en cours. Et une fois que les analyses vont arriver en Corée, ils vont annoncer que en fait, ce sont les parents de ces bébés, c'est le couple Courgeot. Et là, monsieur et madame Courgeot disent mais non, c'est impossible, ça n'est pas nous, c'est pas du tout nous, il faut refaire des analyses. C'est un laboratoire français qui va se charger de ces nouvelles analyses. Mais la machine est lancée. Avant même que les résultats soient connus, les articles de presse se multiplient en Corée du Sud, mais aussi en France. Il faut réagir. À ce moment-là, seul l'associé d'Hélène Delhomet est l'avocat du couple Courgeot. Comme la presse commence à parler beaucoup de ce dossier, il y a beaucoup de choses qui commencent à sortir, un peu tout. Voilà, encore une fois, on est l'été, peut-être pas de grands événements. Et puis c'est un peu, il y a beaucoup de presse aussi coréenne qui se déchaîne un peu en disant oh là là, ces occidentaux qui ont des mœurs épouvantables. Enfin bon, il y a aussi ce côté-là en Corée. Donc la presse française s'en empare aussi. Et donc l'idée, c'est de faire une conférence de presse pour expliquer qu'ils n'y sont pour rien. Et donc il y a cette fameuse conférence de presse qui est organisée ici, au mois d'août, où ils sont là tous les deux à expliquer qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ce jour-là, il y a un monde fou dans le cabinet de maîtres Delhomet et Morin. Véronique et Jean-Louis Courgeot se tiennent aux côtés de leur avocat, devant un parterre de journalistes français et sud-coréens. C'est un cauchemar. Et c'est vrai que cette affaire nous dépasse totalement. On ne comprend pas ce qui nous arrive. Alors, madame ne dit pas grand-chose. Quand on revoit les images, on voit que madame Courgeot ne dit pas grand-chose. Elle est en retrait. Elle est d'ailleurs assez pâle, elle dit pas grand-chose. Mais un journaliste l'interroge en disant mais madame, est-ce que vous avez, est-ce que ces enfants sont vos enfants, tout ça? Et elle dit non, je comprends pas. Elle nie en fait avoir connaissance de cette histoire et savoir exactement ce qui s'est passé. Le mari s'exprime plus, il est complètement abasourdi aussi par ce qui se passe, donc lui il parle beaucoup, il est beaucoup plus volubile, il va s'exprimer plus clairement, et elle ne dit pas grand-chose. Parmi les journalistes qui se pressent autour du couple Courgeot, beaucoup sont sud-coréens. Il y a aussi Jean-Philippe Degnaud, c'est mon confrère à Radio France, il est à l'époque envoyé sur place pour France Info. On est placé dans une situation assez incroyable au sens propre du terme. C'est-à-dire que tout permet d'affirmer que, selon les analyses ADN réalisées à Séoul, ils sont les parents des 2 bébés retrouvés dans le congélateur. Et pourtant, ils nient farouchement, tant Véronique que Jean-Louis Courgeot, ils nient farouchement devant nos micros et ils nous placent dans une situation totalement impossible. Alors, on se met à échafauder des hypothèses. Est-ce qu'ils auraient été victimes d'une conspiration eu égard aux travaux secrets que mènerait en quelque sorte Jean-Louis Courgeot dans son entreprise? À l'époque, Jean-Louis Courgeot est ingénieur. Il développe les moteurs diesel de Hyundai pour le compte de l'équipementier automobile américain Delphi. Est-ce que ce n'est pas une erreur d'analyse ADN effectuée par les Coréens, par la police coréenne, ce qui est peu probable quand même, mais on est placé devant cette situation où il y a quelque chose d'incompréhensible. Je me souviens que j'avais échangé avec un collègue en sortant de la conférence de presse qui, lui, était catégorique. Ils nous mentent, ils nous racontent n'importe quoi, ça ne tient pas. Alors, moi aussi, je suivais un peu cette analyse de manière factuelle et en même temps, j'étais quand même emporté par la force des paroles de ce couple. Des paroles qui ne vont pourtant pas résister aux analyses françaises. Leurs résultats sont rendus publics en octobre 2006.
2 mois après la conférence de presse où les époux Courgeot ont nié en bloc être les parents des bébés retrouvés à Séoul. Là, je découvre que les analyses françaises viennent de tomber et qu'ils sont les parents de ces enfants. Donc là, ça change tout. Ça change tout, parce que là, on peut plus accuser les Coréens éventuellement de s'être trompés, ce qui les a d'ailleurs beaucoup vexés, parce que c'est quand même une société extrêmement évoluée, donc ils ne sont pas trompés dans les analyses ADN, mais voilà. Donc là, les laboratoires français disent qu'ils sont les parents, donc là, ils vont être auditionnés et mis en garde à vue. Le 10 octobre 2006, Véronique Courgeot est donc placée en garde à vue. C'est à ce moment-là qu'Hélène Delhomme devient officiellement son avocate. Son associé ne peut être le défenseur de 2 personnes mises en garde à vue, c'est la loi. Lui reste donc l'avocat de Jean-Louis Courgeot. Dans les interrogatoires, on voit très bien le travail de l'enquêteur principal, qui en fait lui amène, il lui pose des questions. Elle dit qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne sait pas, qu'elle n'est pas la mère des enfants. Donc ensuite, il lui dit, mais madame, les 2 enfants que nous on a retrouvés à Séoul, ce sont vos enfants, puisque on le sait, puisqu'il y a les analyses, il y a 2 analyses, là, donc on le sait, ce sont vos enfants. Et c'est face à ces analyses, cette preuve de l'ADN, que Véronique Courgeot va finir par craquer. Elle adapte sa réponse en fonction des questions. Donc elle va répondre en disant ah bah oui, j'ai accouché de jumeaux. Voilà, en fait, l'enquête révèle que ce ne sont pas des jumeaux. Donc, j'ai accouché de jumeaux. Alors l'enquêteur lui dit, bon, d'accord madame, donc vous avez accouché de jumeaux, mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Et là, ensuite, elle explique en disant, je les ai étranglés, par exemple. Et là, l'enquêteur lui dit, madame, enfin, on se découvre ensuite qu'ils n'ont pas été étranglés, mais qu'ils ont été asphyxiés, etc. Et à chaque fois, elle va adapter sa réponse en fonction des éléments qu'on lui apporte. Parce qu'en fait, elle n'en a aucun souvenir. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Donc elle adapte à chaque fois. Et ça, pour un juriste, enfin pour un avocat, pour un juge d'instruction, pour un policier, pour un enquêteur, c'est très compliqué à décrypter. Au départ, l'enquêteur il dit elle me ment comme une arracheuse de dents. Voilà, tant pis, elle ment, tant pis. Ensuite, la juge d'instruction la reçoit en premier interrogatoire. Elle accepte de répondre aux questions. Ce premier interrogatoire, alors là, j'étais présente puisque l'avocat est présent. Cet interrogatoire dure de très nombreuses heures et de la même manière, elle va répondre aux questions. Donc on se dit, on avance, et en fait on se rend compte après qu'elle ne répond qu'en fonction de ce qu'on lui donne. Alors c'est pas comme un trafiquant de drogue à qui on va dire là il y a tant, donc vous avez dû dealer tant parce que là il y a tant. Oui d'accord, mais c'est pas du tout pareil, parce que sur des choses en fait qui ne changent rien, étranglé, étouffé, c'est la même chose. L'enfant a été tué, il est né viable, il a été tué. Donc en fait de dire qu'elle l'a étranglé ou qu'elle l'a étouffé, ça change pas, juridiquement, ça change rien. Mais elle s'en souvient pas, en fait. Elle ne s'en souvient pas. Et c'est ça qui est extrêmement troublant. Pour comprendre, la juge d'instruction va même jusqu'à se déplacer en Corée du Sud. Elle est allée, la juge d'instruction, avec les enquêteurs, ils sont allés à Séoul, mais ils ont essayé de dire qu'il y a des caméras partout, etc. Vous savez... un bébé de 3,5 kg, excusez-moi, mais c'est un chapon. Vous voulez le mettre dans un sac poubelle et dans une poubelle, c'est très facile. Donc, que ce soit à Séoul, à Tours ou à Paris ou je ne sais où. Donc, elle aurait très bien pu s'en débarrasser. Mais en fait, elle s'en débarrassait pas. Et quand elle a déménagé, elle les a emmenés avec elle. Et parce qu'en fait, elle dit que c'est quelque chose d'elle. C'est ça qui est complètement paradoxal. C'est quelque chose d'elle, mais c'est pas un enfant. Donc, parce que quand la juge l'interroge, par exemple, quand elle lui dit parlez-moi de vos enfants, elle a 2 enfants. Elle a ces 2 garçons qu'elle a, mais les autres ne sont pas des enfants, en fait. Lors de cette garde à vue, Véronique Courgeot avoue donc le meurtre de 2 bébés, en 2002 et en 2003. Ceux dont les corps ont été retrouvés dans le congélateur de l'appartement de Séoul. Mais elle avoue aussi spontanément avoir tué un 3e bébé, des années auparavant, en 1999, quand le couple habite en Charente-Maritime. Elle affirme avoir 7 fois brûlé le corps dans la cheminée. Finalement, il n'y a aucun élément matériel là-dessus, puisque ce bébé a été tué en France
et il a été brûlé. Donc de toute manière, il n'y avait aucun moyen de le chercher. Et ensuite, il y a eu beaucoup de recherches. D'ailleurs, les services de police ont fait beaucoup de recherches auprès de la maison dont ils sont propriétaires en Touraine, cette maison qu'ils avaient louée à Villeneuve-la-Comtesse. Il y a eu énormément de recherches pour essayer de voir s'il n'y avait pas d'autres cadavres d'enfants qui pourraient être retrouvés, mais il n'y en a pas eu. Elle n'est pas obligée d'avouer non, les policiers n'ont aucun élément là-dessus. Est-ce que c'est le phénomène aussi où tout d'un coup elle est mise devant une certaine réalité qu'elle avait complètement enfouie dans son esprit, et donc elle cherche et elle se libère aussi de quelque chose. Et son mari dans tout ça ? Eh bien, dans un premier temps, Véronique Courgeot n'est pas la seule à être mise en cause. Jean-Louis est lui aussi poursuivi pour complicité d'assassinat. Il est laissé libre sous contrôle judiciaire. Il ne cesse de dire qu'il n'a jamais eu connaissance des 3 grossesses de sa femme. En mars 2008, le parquet de Tours prononce finalement un non-lieu en sa faveur. Monsieur Courgeot, il a toujours dit qu'il ne s'était rendu compte de rien, mais il n'y avait pas que lui qui se rendait compte de rien. C'est-à-dire qu'en fait, tout l'entourage ne se rendait pas compte que Madame Courgeot était enceinte quand même. Il faut bien dire qu'à la veille de ses accouchements à Séoul, elle allait faire du yoga, elle était en collant, en t-shirt, et aucune de ses amies ou des personnes ne s'est jamais rendu compte qu'elle était enceinte. Donc effectivement, au départ, le fait de se dire quand même c'est un couple qui avait des relations intimes, comment ils pouvaient ne pas s'en rendre compte, finalement le juge d'instruction et la chambre de l'instruction se sont rendus à l'évidence. Il n'avait jamais eu connaissance de ça. Une fois, il lui a demandé si elle n'était pas enceinte. Ils étaient en vacances à ce moment-là chez le frère de Madame Courgeot au Maroc. Ils étaient en vacances et elle a dit mais non, je suis pas enceinte. Alors ça devenait un peu presque indélicat parce que ça voulait dire qu'elle avait grossi un peu. Donc il n'est pas allé chercher plus loin. Il dit non, bon d'accord, voilà, c'est un passage et puis ça va aller. Donc effectivement, Monsieur Courgeot, le juge s'est rendu compte aussi que quand sa femme a changé un peu de coiffure, ce qui n'était pas trop son style non plus de faire des fantaisies, mais enfin voilà, il s'en rendait pas compte, elle était allée chez le coiffeur, il l'avait pas vu, mais bon voilà, c'est comme beaucoup, c'est pas des choses non plus extraordinaires. Je pense que Monsieur Courgeot est un peu naïf, et donc il paraît tout à fait sincère et naïf en fait. C'était pas quelqu'un à abandonner le navire dans la tempête, Monsieur Courgeot. C'est quelqu'un qui est droit et qui dit j'aime ma femme, je veux la soutenir. Il lui est arrivé quelque chose de terrible, mais je la soutiendrai jusqu'au bout. Jean-Louis Courgeot va même jusqu'à se constituer partie civile, non pas contre son épouse, mais pour la soutenir. Un statut qui lui permettra aussi, lors du procès, de rester dans la salle d'audience pendant toute la durée des débats. Véronique Courgeot sera donc la seule à répondre de la mort de 3 bébés. À l'issue de sa garde à vue, celle où elle a tout avoué le 12 octobre, elle se retrouve chez la juge d'instruction. On est au palais de justice, en plein centre-ville de Tours. Il y avait énormément de monde devant le palais de justice à l'extérieur, mais tout le monde était concentré sur la conférence de presse. Donc moi, je suis sortie, personne n'a fait attention à moi. Et Madame Courgeot, elle est partie en détention, elle. Sauf que c'était horrible, les gens hurlaient des choses absolument épouvantables dans la rue, en fait. Ils hurlaient à mort. Enfin, c'était vraiment terrifiant. C'était terrifiant, ouais. Et à chaque fois, quand on était dans le bureau du juge d'instruction, il faisait nuit. Et à chaque fois qu'il y avait un petit mouvement dans le bureau du juge, on voyait les crépitements des flashs. C'était assez effrayant quand même. C'était comme situation. Après cette première audition, où elle est mise en examen pour assassinat, Véronique Courgeot s'engouffre dans le véhicule de police qui l'amène à la prison pour femmes d'Orléans. C'est la dernière image d'elle qu'on aura jusqu'à son procès. Pendant un peu moins de 3 ans, les articles de presse se font plus rares, les flashs des photographes plus discrets. Mais ce n'est qu'un leurre. Au premier jour du procès de Véronique Courgeot, le 9 juin 2009, une centaine de journalistes sont accrédités. Beaucoup viennent de l'autre bout du monde pour entendre la parole d'une femme, d'une mère, que personne pour l'instant ne comprend. Ce procès, je vous le raconte dans le 2e épisode de notre série sur l'affaire Courgeot. C'était Affaire Courgeot, anatomie d'un déni de grossesse, épisode 1, 2 bébés dans un congélateur. Prise de son, montage, mixage, Anthony Guerrier. Production, Fanny Rascle et Camille Bichler, studio de création ici. L'épisode 2 de cette série est d'ores et déjà disponible dans le podcast
Crimes et témoignages. Pour l'écouter, rendez-vous dès maintenant sur le site ici.fr, l'application Radio France ou votre plateforme de podcast préférée. À très vite.